Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'administration du vaccin anti-DPH intitulé « Mobiliser, administrer et pérenniser. Enseignements clés et conseils pratiques pour l'administration efficace du vaccin anti-DPH dans les pays à revenus faibles et intermédiaires ». Diapo suivante. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 excellentes intervenantes pour revenir sur les enseignements tirés de l'administration du vaccin anti-DPH dans des contextes à ressources faibles. Nous allons commencer par une petite présentation de nos intervenantes ainsi que du contenu de ce webinaire. Nous examinerons ensuite les enseignements tirés d'un projet de recherche mené par PATH et par la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ce projet a étudié différentes situations et différents enseignements clés de l'administration du vaccin anti-DPH dans des pays ayant mis en place des projets pilotes ou des projets de démonstration, ainsi que dans des pays ayant introduit le vaccin sur le plan national. Les données étant particulièrement denses et avec beaucoup de ressources à disposition, nous ne présenterons pas tous les résultats de ce projet, mais nous allons plutôt nous concentrer à certains points spécifiques qui ont soulevé le plus de questions et d'inquiétudes au fil des années en termes de mobilisation effective, d'administration efficace du vaccin, de défis et d'enjeux, et la façon de mettre au point des modèles d'administration durable. Nous avons également la chance d'avoir avec nous 2 collaboratrices qui ont travaillé en étroite collaboration avec les pays. Elles vont partager leur expérience sur le terrain pendant notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous présente donc nos intervenantes. Le Dr Deborah Watson-Jones, épidémiologiste et membre de la faculté de la London School of Hygiene and Tropical Medicine dans le département de recherche clinique, qui a été l'investigatrice principale de ce projet. Nous avons aussi Kate Gallagher, également du département de recherche clinique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, l'une de nos co-investigatrices dans cette étude. Notre 3e intervenante, c'est le Dr Carol Tevi-Benissan, médecin pour l'introduction de nouveaux vaccins au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé à Brazzaville. Et moi, je suis Scott Lamontagne, directeur des vaccins anti-DPH chez PATH. Diapo suivante. Nous avions 3 objectifs initiaux pour ce projet. Le premier était de rassembler et de synthétiser tous les enseignements disponibles sur l'administration du vaccin anti-DPH dans le cadre d'un programme de démonstration ou d'une introduction nationale. Nous voulions générer des recommandations tirées de ces enseignements pour conseiller d'autres pays sur l'introduction du vaccin. Enfin, nous souhaitons utiliser des stratégies innovantes pour diffuser ces informations. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie de ces stratégies. Diapo suivante. La méthodologie de l'étude a inclus 46 pays, parmi lesquels 18 classés dans la liste des pays à revenus faibles par la Banque mondiale, 22 pays à revenus intermédiaires inférieurs, 5 pays à revenus intermédiaires supérieurs et 1 pays à revenus élevés. Parmi ces pays, nous avons tenté de recueillir systématiquement les données par 3 moyens. Le premier étant la revue systématique de la documentation publiée, au cours de laquelle nous avons examiné toutes les études publiées décrivant l'expérience réelle d'administration du vaccin et l'évaluation de cette administration. La deuxième méthode de collecte de données a consisté à rassembler d'autres rapports ou documentations disponibles. Il s'agissait en grande partie de rapports techniques de pays ayant mis en place des programmes ou de partenaires qui les ont aidés dans la mise en œuvre. Ces 2 méthodes ont été accompagnées d'entretiens avec 56 représentants issus de 40 de ces 46 pays. Parmi toutes les données recueillies dans les rapports publiés et non publiés et au cours des entretiens, nous avons extrait des informations pouvant être utiles
pour les nouvelles introductions de vaccins anti-VPH. Il existe également des directives de l'Organisation mondiale de la santé qui donnent des conseils aux pays sur les différentes composantes de l'administration du vaccin auxquelles ils doivent prévoir et se préparer. Nous avons rassemblé les données et les points à analyser sur les enseignements qui peuvent servir à la préparation, à la communication, à la mobilisation sociale, sur l'administration du vaccin elle-même, sur les réalisations du programme en termes de couverture vaccinale, sur les facteurs ayant contribué à la pérennité des programmes, sur les bénéfices des programmes de démonstration dans les pays et sur les enjeux ou défis communs à éviter. Notre recherche a reçu l'approbation du comité d'éthique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Diapo suivante. Comme mentionné auparavant, notre étude a inclus 46 pays différents. Ces schémas détaillent les contributions de chaque pays à cette recherche. Sur la barre violette, nous pouvons voir que certains pays ont contribué par la mise en œuvre de programmes de démonstration et d'autres pays ont introduit des programmes nationaux de vaccination avec ou sans expérience préalable de projet de démonstration. Si l'on regarde globalement, de nombreux pays ont mis en place plusieurs programmes, soit plus d'un programme de démonstration, puis sont passés à un programme national, ou alors plusieurs projets pilotes. Nous voulions savoir s'il y avait une différence dans les types de programmes mis en œuvre. Nous les avons donc comptabilisés différemment, comme des expériences distinctes d'administration du vaccin. Elles sont définies par le lieu de vaccination, la population cible au sein du programme et la source de financement. Certains pays ont mené plusieurs programmes d'administration du vaccin anti-VPH dans plusieurs régions, financés par des agences différentes et organisés par des organismes différents. Chacun de ces programmes a été comptabilisé séparément, même si le pays n'a été comptabilisé qu'une seule fois. En tout, nous avons 92 expériences distinctes d'administration du vaccin dans ce projet. Elles représentent au total plus d'un siècle d'expérience d'administration du vaccin, touchant près de 2 millions de filles et en vaccinant environ 1,5 million. Diapo suivante. J'ai donc le plaisir de présenter nos intervenantes qui vont revenir sur les résultats de cette étude. Elles vont résumer les enseignements clés en termes de communication et de mobilisation sociale, d'administration du vaccin, de pérennité, de défis et d'enjeux à éviter. Voici l'investigatrice principale, le docteur Deborah Watson-Jones et la co-investigatrice Kate Gallagher qui vont nous présenter les résultats de la recherche. Diapo suivante. Nous allons commencer avec Kate qui nous parlera de la communication et de l'administration du vaccin. Puis, nous allons écouter le docteur Deborah Watson-Jones qui abordera les aspects du programme en termes de pérennité, ainsi que les défis fréquents rencontrés par les pays que nous tenons à éviter. Kate, je vous laisse à présent la parole. Merci Scott. Diapo suivante. Je vais commencer par vous donner les techniques de communication qui fonctionnent, d'après les représentants des pays, et vous dire comment mobiliser les communautés. Tous les pays ont rapporté un faible niveau de connaissance et de sensibilisation sur le vaccin anti-VPH et les maladies associées, au niveau des populations, les agents de santé et les enseignants. Cela indique donc qu'une formation spécifique des agents de santé, des enseignants et des chefs communautaires est nécessaire afin que ces membres de la société puissent transmettre à la communauté un message exact sur le vaccin. La majorité des pays a utilisé un modèle de formation en cascade pour que les agents de santé ou l'équipe nationale forment l'équipe régionale, qui forme à son tour les districts, qui forment ensuite les agents de santé en première ligne. Beaucoup de personnes ont indiqué que ce système est efficace et qu'une seule journée suffit. Pourtant, un certain niveau de supervision fut nécessaire
pour s'assurer que la même information soit transmise à tous les participants de la formation. L'un des enjeux de la formation résidait donc dans le fait que pour une raison ou pour une autre, les agents de santé ne recevaient pas les bonnes informations, ce qui a alors affecté toute la mobilisation sociale. Les messages clés à transmettre à la communauté sont remarquablement cohérents dans les pays et les régions. Ils soulignent les propriétés anti-cancer du vaccin plutôt que la prévention du VPH. Ils mettent aussi l'accent sur le fait que le vaccin est sûr et surtout qu'il n'affecte pas la fertilité. Il y a eu des messages sur le soutien fourni par le gouvernement et sur d'autres pays menant des programmes similaires. La mobilisation sociale a été efficace lorsqu'on utilisait des méthodes interactives, par exemple des entretiens en personne avec les communautés ou sur les sites de la communauté, plutôt que des affiches ou des brochures, qui, elles, sont non interactives. Les personnes influentes et crédibles, comme les agents de santé, les enseignants et les chefs communautaires, ont aussi joué un rôle important. Plusieurs pays ont également indiqué que malgré la diminution de la mobilisation sociale, au bout d'un an ou deux, la demande restait forte. Diapo suivante. Nous avons rassemblé de nombreuses données sur l'acceptabilité et les processus de consentement, à l'aide de rapports anecdotiques, de documents écrits, d'ensembles de données et d'enquêtes d'acceptabilité spécifiques. Dans l'ensemble, malgré la faible connaissance du VPH et de la maladie qui lui est liée, l'acceptabilité a été très forte. Nous allons observer les réalisations en termes de couverture vaccinale des programmes en quelques diapos. Il y a 3 principales raisons d'acceptation évoquées par les parents et que l'on retrouve au sein de 12 enquêtes effectuées auprès de ces derniers. Le ou les vaccins sont en général bons pour la santé et les parents désirent protéger leurs filles de la maladie ou des infections. Les raisons de non-acceptation du vaccin pour les filles ont été plutôt d'ordre logistique. Les parents n'étaient pas au courant du programme, leurs filles étaient absentes de l'école et certains parents avaient aussi peur des effets indésirables qui, encore une fois, se limitaient en grande partie aux effets sur la fertilité. Les raisons données pour une vaccination incomplète ont été similaires à celles de la non-vaccination, en ajoutant des problèmes apparus pendant les projets de démonstration ou entre 2 doses, notamment quand les filles se sont déplacées sur une autre zone, une autre école, ou alors ont été transférées entre les écoles. Des groupes de personnes, ainsi que des institutions, telles que les écoles privées, des groupes religieux ou des groupes anti-vaccins, ont refusé la vaccination. Les enseignements que nous en avons tirés ont été que ces groupes avaient besoin de mobilisation plus intensive, de davantage d'informations, plus fréquemment, et avec des messages ciblés et un soutien de la part des principaux intervenants de la communauté, comme les chefs religieux ou les professeurs principaux. L'hésitation parmi les agents de santé à conseiller le vaccin a conduit à des refus dans quelques pays et a soulevé des doutes au sein de la communauté. L'enseignement tiré est que dans l'idéal, les agents de santé, sans être nécessairement les vaccinateurs, pourraient eux aussi être formés au cours du programme, puisqu'ils sont souvent abordés par les parents pour obtenir des conseils. Les processus de consentement ont été variés. Certains pays ont demandé un consentement écrit complet aux parents avant la vaccination, soit en envoyant l'enfant chez lui avec le formulaire et en lui demandant de le rapporter à l'école, lors de rencontres parents-professeurs, ou alors directement auprès des parents qui étaient présents le jour de la vaccination. C'est ce que nous appelons le consentement explicite, ou opt-in. Les autres pays ont utilisé le consentement implicite avec faculté de refus, opt-out, qui consistait à mobiliser les parents, à les informer, puis à leur demander de garder leur fille à la maison le jour de la vaccination, ou alors de mentionner aux professeurs qu'ils ne souhaitaient pas que leur fille se fasse vacciner. En général, si le consentement explicite a été utilisé pour le vaccin anti-VPH, alors que ce n'était pas la norme dans le cadre du programme de vaccination nationale, cela a pu soulever des doutes dans la communauté et a amené une plus faible acceptabilité du vaccin. 7 pays ont rapporté ce cas et ont fini par passer au consentement implicite avec faculté de refus. Diapo suivante. Le timing de la mobilisation sociale a dépendu de plusieurs procédés en cours et devait avoir lieu bien avant le jour de la vaccination. Des retards ont pu être provoqués par des délais dans le décaissement des fonds, le développement de matériel de formation ou de communication. Or, lorsqu'il y a eu des retards,
c'est parce que la mobilisation sociale était souvent menée elle-même avec du retard, ce qui a alors causé des problèmes et des délais dans les vaccinations. Les écoles privées ont souvent eu besoin de plus de temps, ce qui a régulièrement été sous-estimé la première année du programme. Et comme je l'ai déjà mentionné, elles avaient besoin de plus d'informations et ont parfois fourni leur propre procédure de consentement. L'impact d'une exposition médiatique négative sur le succès de la couverture vaccinale a parfois été sous-estimé et aurait dû être planifié dès le départ. Les rumeurs ont été généralement cohérentes dans les 46 pays examinés. Elles traitaient plutôt des prétendus effets du vaccin sur la fertilité. La stratégie de réponse aux rumeurs a consisté en des messages de communication adaptés et rapides, comme le soutien de la vaccination par les responsables du gouvernement, ainsi que la diffusion de communiqués dans lesquels l'OMS atteste de l'innocuité du vaccin. Cependant, malgré la rapidité des réponses, certains pays ont eu du mal à faire face aux rumeurs. L'enseignement principal est donc de vraiment être préparé et donc de planifier à l'avance pour ne pas que les rumeurs se propagent dès le départ. Diapo suivante. Je vais donc maintenant passer rapidement en revue un ensemble d'enseignements similaires sur l'administration du vaccin et l'expérience d'administration jusqu'à présent. Diapo suivante. Jusqu'à présent, la grande majorité de notre expérience se base sur un système d'administration en milieu scolaire. Cette solution semble apporter une bonne couverture vaccinale, mais elle est réputée coûteuse en ressources. Pour l'administration en milieu scolaire, la mise en œuvre de critères d'éligibilité basés sur la classe est généralement plus rapide et facile à mettre en œuvre. D'un point de vue logistique, lorsqu'on a affaire à des âges différents dans chaque classe, par exemple. Cela peut pourtant poser des problèmes de communication, surtout si on applique des critères d'éligibilité basés sur la classe pour les filles déscolarisées. Certains pays ont testé l'administration conjointe du vaccin anti-VPH avec un autre service, généralement un déparasitage, la prescription de la pilule contraceptive ou un vaccin antitétanique. Un pays a réussi à intégrer l'administration du vaccin anti-VPH à sa campagne de vaccination contre l'hépatite B, mais très peu d'autres interventions ont été testées. Avant l'administration du vaccin, les méthodes d'estimation de la population cible ont été compliquées dans tous les pays. De manière générale, le dénombrement s'est avéré être la seule façon d'estimer la population avec précision. Le problème est peut-être moindre lors des programmes nationaux de vaccination pour lesquels les estimations basées sur le recensement peuvent se montrer plus utiles, même si un pays a indiqué avoir tout de même effectué un dénombrement pour planifier la distribution des vaccins. Un vrai doute régnait quant à l'administration de 3 doses aux filles séropositives. Les pays doivent savoir que les filles séropositives ont toujours besoin de 3 doses, mais que le calendrier d'administration des vaccins peut être assoupli. Elles peuvent recevoir la 3e dose 6 mois après la seconde, ou être invitées à se rendre dans un centre de santé pour une visite supplémentaire entre la première et la 2e dose. Diapo suivante. Les taux de vaccination et de couverture vaccinale ont été très élevés dans tous les pays. Les projets pilotes et les programmes nationaux de vaccination ont tous atteint des taux de couverture vaccinale très encourageants. Plus de 80% des estimations collectées ont enregistré des taux de couverture vaccinale de plus de 70%, et, comme indiqué, principalement grâce à des initiatives en milieu scolaire. Nous n'avons recueilli que 5 estimations utilisant uniquement des stratégies de vaccination en centre de santé. Sur le graphique, les rectangles soulignent l'écart interquartile et la ligne du milieu représente l'axe médian. Comme vous pouvez le constater, les calendriers vaccinaux composés de 3 et de 2 doses ont atteint des taux de prise, de vaccination complète et de couverture similaires élevés. Ce graphique comprend 10 estimations de calendriers vaccinaux composés de 2 doses. Les registres et les cartes de vaccination ont permis de suivre plus facilement les filles avec les calendriers de vaccination incomplets et les ont aidées dans le calcul de la couverture vaccinale. Diapo suivante. Nous avions donc 9 estimations de couverture vaccinale de programmes nationaux, mais elles étaient élevées et affichaient une moyenne similaire au projet pilote. Diapo suivante.
Les facteurs corrélés à une bonne couverture vaccinale élevée incluaient les stratégies en milieu scolaire, mais aussi une bonne collaboration entre les secteurs de la santé et de l'éducation, aussi bien au niveau national que local. Nous avions des données limitées pour les stratégies de vaccination uniquement en centre de santé. L'implication de programmes nationaux de vaccination dans la planification et la mise en œuvre a été capitale et, occasionnellement, les services de santé reproductive pour les maladies non transmissibles ont dirigé le programme. Il est clair que le fort engagement du programme national de vaccination a été un facteur clé de réussite. La mobilisation sociale ciblée des filles déscolarisées a été le seul moyen démontré pour que ce groupe soit vacciné, tout en prenant en compte que si les filles viendraient au centre de santé sans message ciblé, on obtiendrait un faible taux de vaccination. Comme nous l'avons abordé, la mobilisation sociale globale de la communauté, notamment l'utilisation des personnes influentes et crédibles, est importante, ainsi que l'administration du vaccin, dans les temps et sur une année scolaire. Les facteurs corrélés à des expériences ayant obtenu une faible couverture vaccinale, et par faible couverture, nous entendons entre 50 et 70% de couverture vaccinale, ont mis en avant une mauvaise coordination et une mauvaise planification dans les écoles et l'apparition de rumeurs conduisant des écoles entières ou de larges groupes de population à refuser les vaccinateurs. Il était prévisible que les zones urbaines atteignent une plus faible couverture vaccinale que les zones rurales et nous pensons que ceci est principalement dû à une plus grande exposition médiatique négative ou à des populations mobiles. Des retards dans la mobilisation sociale ou l'absence de deuxième opportunité de se faire vacciner pour les filles qui ont manqué la première dose ont été des facteurs complémentaires. Je vais maintenant laisser la parole à Debbie qui va aborder les thèmes de la pérennité et des enjeux. Diapo suivante. Merci beaucoup, Kate. Nous allons parler de certains problèmes qui ont influencé les pays et leur vision sur les moyens de faire progresser les vaccinations anti-VPH. Nous nous pencherons ensuite sur les principaux défis auxquels font face de nombreux projets et programmes de démonstration. Diapo suivante. Tout d'abord, en étudiant plus en détail le financement et le coût des programmes, nous avons 66 projets de démonstration dans 44 pays qui ont reçu des vaccins et ou un soutien financier pour proposer des initiatives d'administration des vaccins. Nous avons disposé du soutien de Gardasil Access Programme qui a fait don de vaccins et de Gavi, l'alliance de vaccins qui a offert son soutien à la vaccination anti-VPH en plus de financer l'administration des vaccins. Nous avons aussi le soutien du programme de PASS, de l'Australian Cervical Cancer Foundation ainsi que d'autres sources. Nous avons aussi reçu un financement des gouvernements locaux et les résultats montrent que, pour les frais récurrents par dose, les coûts des projets de démonstration initiaux et le programme Gardasil Access ou programme GAP varient entre 1 et 2,7 $ par dose environ. Nous avons recueilli les données de 5 projets Gavi et nous avons pu constater que ces projets étaient un peu plus chers, avec un coût par dose tournant autour de 3 à 9 $. Il est possible que le financement corresponde à l'administration du vaccin et qu'il y ait eu donc moins de raisons de se pencher vraiment sur le coût de l'administration, à moins qu'il n'y ait eu des problèmes de transparence parce qu'on a utilisé des fonds nationaux pour administrer les vaccins et cela aurait pu arriver dans les autres programmes. Les facteurs inducteurs de coût des projets de démonstration incluaient le transport du personnel et des superviseurs, ce qui est particulièrement important pour les activités de sensibilisation et en milieu scolaire, les indemnités journalières associées pendant cette période, les per diem, les activités de mobilisation sociale et surtout les activités d'estimation de la population cible. Les données limitées que nous avons obtenues des programmes nationaux de vaccination ont montré que le coût de l'administration du vaccin dans les programmes nationaux serait sûrement moins élevé que pour les projets de démonstration, revenant à environ 2 $ par dose. Le véritable problème est toutefois que pour les pays ne pouvant pas bénéficier du soutien de Gavi ou sur le point de ne plus être éligibles, je vais d'ailleurs y revenir,
l'administration du vaccin à ce niveau peut rester potentiellement inabordable. Ainsi, comme beaucoup le savent, si l'économie d'un pays commence à s'améliorer et dépasse le niveau national brut de 1 580 $ par habitant, le pays doit se soustraire au soutien de Gavi. Ils doivent donc s'engager à augmenter progressivement leur participation financière à l'achat des vaccins. Cet aspect fait fortement obstacle à l'introduction nationale, comme on nous l'a fait remarquer. Diapo suivante. Si l'on se penche un peu sur les obstacles au passage à l'échelle nationale, nous avons 11 pays sur 24 ayant fait l'expérience d'un projet de démonstration qui ont indiqué ne pas vouloir passer à l'échelle nationale. Il y a plusieurs raisons à cette décision. L'incertitude concernant la continuité du financement et du soutien politique, en raison principalement du coût perçu de la stratégie d'administration en milieu scolaire et incertitude quant au coût futur du vaccin. Sur la diapo précédente, j'ai parlé de l'inéligibilité du soutien de Gavi, qui est un obstacle majeur pour certains pays. En termes de stratégie pour le passage à l'échelle nationale, nous avons 13 pays sur 24 ayant fait l'expérience d'un projet de démonstration qui ont prévu de le faire et, parmi eux, un peu plus de la moitié seulement préféraient envisager une approche graduelle sans se lancer dans tout le pays en même temps, mais avec un déploiement progressif, peut-être par région ou district. Il est également clair que ces pays prévoyant de passer à l'échelle nationale iraient chercher des fonds supplémentaires auprès de partenaires pour des activités spécifiques. Le financement a été un sujet essentiel afin d'obtenir un partenaire financier. L'une des activités clés pour parvenir à cet objectif a été la mobilisation sociale. Ils ont aussi étudié la possibilité d'examiner davantage de stratégies d'administration de routine. Par exemple, intégrer le vaccin à des services de routine dans les centres de santé ou obtenir une assistance technique plus poussée pour combler les manques de capacité de budgétisation et de prévision notamment. Il convient de noter que 2 pays ont envisagé de projets à plus long terme de financement durable au PEV grâce aux taxes sur les marchandises. L'un s'est penché sur l'utilisation de l'impôt sur le tabac et l'autre sur un budget du PEV d'éliminé par une loi sur la vaccination. Diapo suivante. Ainsi, en réfléchissant aux possibilités de pérenniser ces programmes, plusieurs points ont dû être pris en compte. Le premier met en avant les limites de l'utilité des projets de démonstration eux-mêmes. De nombreux pays ont apprécié l'opportunité d'apprendre par la pratique grâce à ces projets pilotes. Mais il est important de noter que plusieurs pays ont mené plus d'un projet de démonstration sans passer à l'échelle nationale. Concernant les limites des projets de démonstration en eux-mêmes, plusieurs opportunités ont été manquées. La sélection des districts pour les projets pilotes n'étant souvent pas représentative du pays. Certains pays ont sélectionné des zones faciles pour débuter leurs projets de démonstration, ou des villes performantes, ou encore des districts disposant de bons programmes élargis de vaccination, sans se pencher sur les configurations plus compliquées du pays et sans en tirer les enseignements pour préparer le passage à l'échelle au niveau national. Le deuxième obstacle, lié à plus petite échelle des projets de démonstration, a souvent été dans l'intensité de la concentration du projet sur une zone, empêchant l'évaluation de l'impact sur la chaîne du froid. Cela a créé des difficultés pour les intégrer au programme de routine et souvent cela n'a pas été évalué car il s'agissait de projets indépendants. Il a été indiqué toutefois que le programme national serait moins cher à mettre en œuvre avec son faible coût par dose que dans le cadre d'un projet pilote, parce qu'il s'agit d'une économie à grande échelle et que les projets de démonstration sont souvent très concentrés et doivent fournir des services particuliers pour être mis en place. Le déploiement progressif à l'échelle nationale permettrait de maintenir le soutien politique et les engagements en matière d'aide financière à un niveau plus important que les projets de démonstration répétés. On estime qu'il pourrait y avoir une certaine lassitude face
face à des phases de tests répétés sans pouvoir introduire le vaccin au niveau national. Les pouvoirs politiques pourraient également ne plus s'intéresser à l'administration de ce vaccin. Par ailleurs, si le pays estime qu'il peut tirer des leçons de cette approche, un déploiement progressif au niveau national peut aider à motiver les pouvoirs politiques. Les décisions prises pendant l'administration du vaccin peuvent tout à fait affecter la pérennité. Or, je pense qu'il est important de noter que de nombreux pays, en fait la plupart de ces pays, avaient une excellente couverture vaccinale. L'administration du vaccin en milieu scolaire dans les environnements à faible revenu ou à revenus intermédiaires peut vraiment permettre une aussi bonne couverture que les programmes les plus réussis dans des pays à revenus élevés comme l'Australie et l'Angleterre, ce qui est très louable. Nous avons finalement réalisé que l'administration du vaccin anti-VPH était parfaitement acceptable. Nos populations la désirent et elles peuvent bénéficier d'une excellente couverture vaccinale dans ces configurations assez compliquées. Il faut toutefois prévenir que les données sur les autres stratégies d'administration et l'administration en milieu scolaire sont extrêmement limitées. Et, comme Kate l'a déjà mentionné, nous n'avions pas beaucoup de programmes ou de projets s'intéressant à l'administration du vaccin uniquement en centre de santé par exemple. Un programme de vaccination anti-VPH bien conçu pourrait servir à évaluer différentes stratégies d'administration, même au début d'un programme étendu. Il pourrait explorer les façons d'atteindre une couverture vaccinale élevée dans les zones difficiles, tout en renseignant sur l'intégration avec les systèmes nationaux. Des stratégies d'administration du vaccin innovantes sont d'ailleurs testées dans 2 pays pour tenter d'étudier des approches durables. Un pays réfléchit à la vaccination une fois par an et un autre envisage la vaccination d'une cohorte pluriannuelle à quelques années d'intervalle pour obtenir au final la même couverture que celle espérée pour ces groupes d'âge sans avoir à maintenir un programme chaque année. Enfin, nous avons constaté que le respect des critères d'éligibilité et des procédures de consentement favorisait réellement la pérennité car ils sont faciles à communiquer et réduisent les rumeurs. Diapo suivante. Je vais maintenant passer en revue rapidement un certain nombre de défis et d'enjeux communs que les pays doivent éviter, que de nombreux pays rencontrent et pour lesquels nous avons tiré les enseignements clés. Diapo suivante. Il est apparu très clairement qu'en cas de manque d'engagement politique, au début du processus, il y a eu des retards par la suite dans le programme. Plusieurs pays y ont été confrontés. Ces problèmes sont apparus quand il y a eu un manque de coordination entre les intervenants clés au début du programme, notamment la coordination entre le personnel du PEV et du programme de vaccination, le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances. Si la coordination n'était pas optimale dès le début du programme ou du projet, d'importants défis apparaissaient par la suite en termes de planification, de mobilisation sociale et d'administration du vaccin. À ce sujet, nous avons constaté qu'un délai insuffisant affecté à la planification entraînait de très mauvaises prises de décision dans certains cas et, surtout, un manque de disponibilité des fonds et de décaissement de ces fonds pour le projet ou le programme, provoquant alors des retards dans toutes les autres activités en découlant, comme la mobilisation sociale et la mise en œuvre de l'administration du vaccin. L'enseignement tiré sur la mobilisation de la communauté fut que le fait de ne pas contacter ou de contacter trop tard les chefs communautaires locaux, en particulier les personnes dont Kate a déjà parlé, pouvait enrayer la mobilisation sociale, ce qui s'est passé dans certains cas. La formation insuffisante des partenaires clés, comme le personnel de l'école et les enseignements, et l'absence d'un plan de communication de crise ont perpétué la diffusion de rumeurs et conduit à des problèmes de couverture vaccinale et d'acceptabilité. Ces problèmes sont faciles à résoudre, mais souvent négligés. Le fait de ne pas suffisamment impliquer ou de ne pas impliquer assez tôt les écoles privées a conduit à une résistance des dirigeants des écoles et des parents. Et, comme Kate l'a déjà indiqué, les écoles privées ont posé un problème dans plusieurs pays.
si ce n'est pas la plupart des pays. Les programmes ont eu tendance à n'impliquer que les écoles publiques dans la santé des adolescentes. Les écoles privées ont souvent été négligées et les parents de ces écoles étaient très suspicieux des recommandations gouvernementales. Il s'agit de vraiment enrayer ce problème, car de plus en plus d'écoles privées ouvrent dans de nombreuses zones à faible revenu. L'intérêt pour les stratégies d'administration du vaccin anti-VPH pour atteindre les filles déscolarisées était limité. Et, lorsque c'était le cas dans ces programmes ou projets, la couverture vaccinale a été faible. Enfin, une mauvaise estimation de la population cible et ou un non-respect des critères d'éligibilité au début du projet, par exemple lorsqu'un projet prévoyait de cibler uniquement des filles de 9 ans, mais qu'en fait des filles de 10 ans participaient également au programme ou au projet, entraînait de grosses difficultés par la suite dans l'estimation précise de la couverture vaccinale, avec d'importantes pénuries de vaccins et, dans certains cas, l'obligation de se procurer des vaccins supplémentaires. Je vais m'arrêter ici dans la rubrique des enjeux et donner la parole à Scott pour passer à la partie suivante de ce webinaire. Diapo suivante. Merci Debbie et Kate pour cette analyse complète des enseignements tirés de cet important projet de recherche. J'ai le plaisir de vous présenter à nouveau le Dr Carol Tevi-Bennison. Carol a été vraiment en première ligne dans les introductions de nouveaux vaccins en général ces 3 dernières années, mais particulièrement pour les vaccins anti-VPH en Afrique. Carol est chargée de nouveaux vaccins à l'OMS pour la région Afro et elle nous présente aujourd'hui des exemples intéressants pour tous les thèmes présentés, dont la mobilisation sociale, les stratégies d'administration du vaccin et la pérennité de ces programmes. Carole va nous parler de son expérience sur le terrain. Carole, c'est à vous. Merci beaucoup Scott pour cette présentation. Je vais maintenant vous donner quelques exemples, mais je ne parlerai pas de tous les pays et ne citerai que des exemples très simples que nous avons notés. Diapo suivante. Nous avons abordé la question de la mobilisation sociale. Il s'agit d'une composante majeure pour ce vaccin et nous avons vu que la communication devait cibler tous les intervenants bien au-delà de la population cible classique à vacciner. Nous devrions cibler les enseignants et de nombreuses autres parties prenantes. La communication doit commencer plusieurs mois à l'avance, non pas 2 à 3 semaines avant, mais bien plusieurs mois. J'ai quelques exemples pour illustrer ce point. L'Afrique du Sud a décidé d'appliquer une stratégie en milieu scolaire. Le problème est que, lors de la planification, le pays n'avait pas formé les enseignants. Ils n'étaient donc pas impliqués. La première année, en 2014, l'introduction nationale a ciblé 500 000 filles et pendant le déploiement, des groupes anti-vaccination se sont manifestés. Comme les enseignants n'étaient pas formés, ils ont commencé à envoyer des SMS aux parents et aux filles en leur disant de ne pas se faire vacciner, ce qui fait que pour le premier cycle, la couverture n'a pas été aussi importante que prévu. Il a donc fallu former à nouveau les enseignants entre les 2 cycles pour les impliquer et pour qu'ils puissent aider à atteindre l'objectif fixé pour la couverture vaccinale. Le deuxième exemple est Madagascar. Les écoles privées doivent être impliquées et comme Debbie vient de le dire, ces écoles doivent être aussi informées avec des informations de base mais aussi avec des informations supplémentaires pour qu'elles puissent ensuite poser les bonnes questions. À Madagascar, nous avons trouvé que les chefs religieux n'étaient pas vraiment impliqués, tout comme les écoles catholiques. Il a fallu faire un gros effort pour les contacter et les informer. Finalement, ils ont accepté que les filles de ces écoles catholiques soient vaccinées, mais ils ne s'attendaient pas à ce que la vaccination ait lieu dans l'école, mais plutôt que les filles soient vaccinées ailleurs. En Colombie, il y a eu des effets indésirables post-vaccinaux, et à cause de ça, le déploiement à l'école a été impacté. Pour ces vaccins spécifiquement, je crois qu'il faut avoir un plan de communication de crise en place en raison de toutes ces rumeurs. Non seulement nous devons avoir un plan en place, mais la personne chargée du comité de communication de crise doit accepter de parler aux médias et doit pouvoir fournir des preuves tangibles sur la sécurité des vaccins. Diapo suivante. Concernant la stratégie d'administration du vaccin, revenons à l'Afrique du Sud. Nous avons entendu que les pays à revenus élevés peuvent avoir un bon programme de santé dans les écoles où ils peuvent intégrer l'administration du vaccin anti-VPH. Si vous avez un programme de santé solide en milieu scolaire, vous pouvez ajouter l'intervention au programme
et ça n'augmentera pas vos frais puisque le programme de l'école est déjà financé. Mais en Afrique du Sud, il y a toujours des dépenses supplémentaires qui rendent le programme onéreux. Le pays a donc décidé de co-administrer le vaccin anti-VPH pendant la distribution de livres sur la puberté, au moment où il donne des informations aux filles, et ils envisagent d'administrer le vaccin anti-VPH en même temps que le vaccin antitétanique. Pour ce qui est de la Tanzanie, le pays termine sa deuxième année de démonstration. Pendant la première année, il a utilisé une approche de type campagne visant à administrer le vaccin en milieu scolaire et a ainsi atteint une forte couverture vaccinale. Mais cela a coûté cher, comme je l'ai déjà mentionné, car ils ont dû payer des indemnités journalières aux agents de santé pour aller dans les écoles et administrer le vaccin. De nombreux pays, du moins dans la région afro, ont fait de même et se sont retrouvés avec des coûts d'administration du vaccin élevés. La deuxième année, la Tanzanie a décidé d'intégrer le vaccin aux vaccinations de routine. Le programme de routine est déjà financé et c'est une stratégie en soi que d'utiliser ce système. Le vaccin est administré dans le centre de santé, bien sûr, et ils utilisent l'école pour la stratégie avancée comme pour la vaccination de routine. Ils vont donc à l'école pour administrer le vaccin et dans ce cas, ils utilisent une stratégie mixte impliquant le centre de santé et l'école. En même temps que la vaccination à l'école, ils font aussi d'autres interventions, comme le déparasitage qui est déjà financé. En Tanzanie, les coûts sont toujours élevés, mais moins qu'en utilisant l'approche de type campagne. Maintenant, je vais vous parler du Chili, parce qu'ils ont un programme très original et innovant. Le Chili est le premier pays à utiliser le programme de vaccination annuel. Nous savons que le document de synthèse recommande 2 doses à 6 mois d'intervalle, mais s'il indique que le meilleur système est de 0 à 6 mois, on peut aller jusqu'à 12 mois. Donc au Chili, on donne la première dose à 0 mois et la deuxième dose à 12 mois pour la première cohorte, et la deuxième cohorte reçoit la première dose au même moment que celle des 12 mois de la première. C'est un bon exemple que de nombreux pays commencent à envisager de suivre, au moins au niveau régional, avant une introduction nationale. Diapo suivante. Enfin, concernant la pérennité, comme l'a dit Debbie, de nombreux pays hésitent à passer à l'échelle nationale et à lancer une introduction dans tout le pays. L'une des raisons tient au fait que le pays ne pense pas pouvoir faire face aux coûts et maintenir la pérennité après l'introduction. Le Rwanda est un bon exemple. Le Rwanda a commencé en 2009 et a opté pour une approche de type campagne dans les écoles pendant plusieurs années, mais il a adapté ce mode très coûteux avec ses indemnités journalières et le transport des agents de santé dans les écoles. Le Rwanda vient de décider de passer de l'approche de type campagne à un programme de routine qui utilise le milieu scolaire comme stratégie avancée. Ils maintiennent ainsi une forte couverture vaccinale tout en réduisant les coûts. Et des données probantes montrent que le coût a été réduit de 80%. Même si le coût a été réduit, ils ont toujours des coûts élevés à cause de la stratégie avancée, mais moins qu'avec l'approche de type campagne. Le Bhoutan, lui, a lancé une introduction et a commencé une campagne de rattrapage à l'école. Ils ont fait ça pendant plusieurs années dans les écoles et ils ont une bonne couverture vaccinale. Cependant, comme cela coûtait toujours cher, ils ont ajouté des centres de santé. En associant les centres de santé aux écoles, le coût a diminué, mais ils n'ont pas eu la couverture vaccinale escomptée. Ils sont donc revenus aux écoles pour l'administration du vaccin. Ils ont augmenté la couverture vaccinale, qui est alors passée de 73 à 90%. C'est parfait, mais encore une fois, comme je l'ai dit avant, pour atteindre les objectifs du programme, chaque pays doit continuer à s'adapter. Certains s'adaptent justement. Dans un des pays, nous avons vu des différences d'un district à l'autre. En raison d'un budget attribué dans la partie routine de leur programme, un des districts a choisi un certain mode d'administration et le district voisin en a choisi un autre. Chaque programme peut donc continuer à adapter une grande partie de son financement, de son administration ou d'autres éléments, mais ceci même plusieurs années après l'introduction. Merci beaucoup. Scott? Diapo suivante. Merci Carole et merci encore à Kate et à Debbie pour ces données très intéressantes présentées et pour ces histoires captivantes qui montrent les expériences positives des pays, mais aussi les défis auxquels ils sont encore confrontés. Nous avons eu beaucoup de questions des participants sur l'espace de discussion et nous les intégrons à nos notes. Les questions et réponses sont téléchargeables sur notre site web www.rho.org/HPV en majuscule LESSONS minuscule. Merci.